Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Toonet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans et aujourd'hui le sujet numérique que nous allons voir ensemble, c'est l'optimisation des images, hein. C'est un problème que j'ai depuis que je fais du web. Un sujet sur lequel je travaille effectivement depuis plus de 30 ans. Nous allons voir ce sujet à travers toujours trois parties. Une importe pourquoi, hein, c'est important d'optimiser des images sur un site web, les avantages, les techniques et les outils. Alors c'est comme tous les podcasts, hein, je pense qu'on en fera plusieurs sur cette thématique-là. Là, c'est plutôt avoir une vision globale. Et donc voilà, hein, c'est ce podcast tout net. Le sujet d'aujourd'hui. Alors avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Et donc pour commencer, pourquoi c'est important d'optimiser des images. Pourquoi même on pourrait dire c'est crucial, hein, d'améliorer la performance web et réduire le temps de chargement pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Donc effectivement, hein, cette réduction des temps de chargement, si les images représentent souvent la majorité du poids total d'une page web, les optimiser réduit la taille, hein, des fichiers, ce qui accélère le temps de chargement. Par exemple, moi je me souviendrai toujours d'un des premiers sites sur lesquels j'ai travaillé. Les images n'avaient pas été du tout compressées, pas du tout optimisées. Elles sortaient directement de l'appareil, photo du photographe. Et donc chaque image faisait 16 mégas. Et donc il y avait plusieurs images, hein, par page. Donc je vous imaginez le temps de chargement était pharaonique. Il ne comprenait pas pourquoi le site et pourquoi les images mettaient autant de temps à s'afficher. Donc effectivement, hein, la réduction du temps de chargement, ça a un impact, hein. Un site rapide améliore l'expérience utilisateur et le taux de conversion, hein. Plus vous pouvez charger d'éléments, plus vous pouvez naviguer facilement, plus facilement les gens, si c'est par exemple un site de e-commerce ou si c'est par rapport à un formulaire ou autre, etc., vous allez avoir plus de prospects. Et vous allez effectivement avoir aussi un meilleur classement SEO sur Google, hein, puisque Google favorise les sites qui sont rapides. Le second avantage, c'est l'amélioration de l'expérience utilisateur. Les utilisateurs s'attendent à une navigation fluide et rapide. Des images qui se chargent rapidement contribuent à une expérience utilisateur positive. Hein, si votre site il met plus de, pour être honnête, 8 secondes à charger, l'utilisateur va charger peut-être une première page, mais après il va quitter votre site, tout au moins, même si c'est un site de e-commerce, il va pas vouloir voir d'autres pages produits parce que le site met beaucoup trop de temps à se charger. Donc ça a un impact, hein, énorme. Et donc si vous améliorez vos images, vous aurez une meilleure expérience utilisateur qui peut augmenter l'engagement, la fidélité et les conversions. Le troisième point, ça va être la réduction de la consommation de bande passante. Alors ça, peut-être on aura d'autres podcasts effectivement sur cette thématique-là de réduction de la bande passante. Mais effectivement, des images plus petites consomment moins de bande passante, réduisent le coût de l'hébergement et améliorent la performance sur les réseaux à faible bande passante. Hein, tout le monde n'est pas forcément relié à la fibre et beaucoup de vos utilisateurs utilisent par exemple des téléphones portables. Donc si une personne a une mauvaise expérience sur téléphone portable, en général, ça va la dissuader si plus tard elle voit votre site de revenir sur votre site, même si elle fait ça depuis son ordinateur ou depuis son réseau ou son Wi-Fi chez elle. Donc voilà, et après, effectivement, hein, vous vous coupez de tous les utilisateurs qui ont des connexions lentes si vous ne réduisez pas la consommation de la bande passante. Le quatrième et dernier point, alors j'ai déjà un peu évoqué, hein, mais c'est l'amélioration du référencement SEO. Google utilise la vitesse de la page comme facteur de classement. Les images optimisées contribuent à des temps de chargement plus rapides et peuvent améliorer le classement SEO. Voilà, et bon, bien sûr, hein, pas besoin de vous expliquer. Meilleur classement SEO, c'est égal à une augmentation de la visibilité et du trafic organique sur votre site. Donc effectivement, ça c'est quelque chose de très important.
Donc, quelles sont les techniques pour optimiser vos images? Alors déjà, il faut comprendre les choix et qu'il faut choisir le bon format d'image. Il n'en existe pas qu'un seul. Donc le premier, bon, que tout le monde à peu près doit normalement connaître, c'est le JPEG, qui veut dire Joint Photographic Expert Group. Alors il faut faire attention parce qu'en fait, derrière JPEG, cette appellation, il y a différents formats, il y a différentes entreprises. Donc il y a des fois, bon, ça c'est un problème technique, mais vous allez avoir une image JPEG, soi-disant elle doit fonctionner sur votre site et elle ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que le format d'enregistrement JPEG utilisé n'est pas reconnu par votre site. Donc ça peut arriver. JPEG, c'est vraiment une appellation générique et derrière, en fait, il peut y avoir différents codecs. Donc un codec, effectivement, c'est une manière d'encoder l'image qui peut fonctionner dans certains cas et dans d'autres cas, non. Mais c'est effectivement le plus connu, donc format couramment utilisé pour les photographies et les images complexes avec de nombreuses couleurs. Donc effectivement la caractéristique en général il utilise la compression LOSI, ça on verra ça ensemble ce que c'est, mais en fait c'est la réduit significativement la taille du fichier avec une perte de qualité minimale, hein. Voilà, on arrive quand même à toujours voir l'image. Donc c'est vraiment ce format là, il est vraiment idéal pour les photos et les images avec des dégradés de couleurs. Le PNG, donc ça c'est Portable Network Graphic. Donc lui il est plutôt utilisé pour des images nécessitant une transparence et des détails fins. Donc si par exemple, par exemple une photo d'un produit et si vous utilisez un PNG et que votre fond il est blanc et que vous voulez que votre produit ressorte sur ce fond blanc, effectivement le PNG pourrait être un bon format. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que alors il y a déjà notre système de compression, lui c'est un système de compression lossless qui conserve la qualité d'origine sans perte. Le gros problème des PNG, moi je vais être honnête, les sites aujourd'hui que j'ai, je n'ai plus de PNG. Je les ai tous enlevés. Pourquoi? Parce que en général, ce sont des fichiers qui sont très lourds. Donc je préfère avoir une image avec déjà le fond qui est blanc plutôt qu'utiliser du PNG. Alors il y a encore des sites qui peuvent les utiliser pour des toutes petites images, mais en général le problème des PNG, si une image est de taille moyenne ou grande, ce sont des images qui sont très lourdes. Un autre format, alors lui qui a le vent en poupe, hein, c'est le WebP. Le WebP, effectivement, c'est un format moderne développé par Google, hein, et effectivement offrant une compression supérieure pour les images web. Donc aujourd'hui, pour être honnête, c'est vraiment le format à privilégier, le WebP. Donc lui, il utilise autant la compression loosely que lossless. Voilà, hein, il est idéal pour tous les types d'images. Voilà, autant il y a une époque, on se battait entre JPEG, PNG, GIF, mais là effectivement WebP, bon, ça devient aujourd'hui la référence web. L'avant-dernier format à connaître, c'est le SVG, ça veut dire Scalable Vector Graphic. Donc ce sont des images vectorielles. Ça veut dire quoi? C'est qu'elles sont faites à l'aide d'une multitude de points et de points mathématiques qui permettent de tracer l'image. Donc ça effectivement c'est très utile pour tracer des graphiques, pour tracer des icônes, hein. Donc c'est à base d'un texte en XML, hein, qui contient effectivement l'intégralité des coordonnées. En général c'est un fichier qui est compressé et effectivement c'est très bien pour les logos, les icônes. En général les icônes, les logos de sites sont faits en SVG et c'est vrai qu'effectivement on a pour des fichiers vraiment très légers, on peut avoir des icônes même très complexe, le SVG vraiment très bien et surtout on peut transformer quand on a les outils assez facilement, par exemple un PNG, hein, en SVG. Le dernier à voir ensemble, alors peut-être vous le connaissez, on les appelle les GIF, c'est Graphic Interchange Format. Alors ça à la base c'est fait pour les animations simples,
hein. Alors souvent les GIFs, on dit des GIFs animés, hein, voilà. Donc en général, ils sont limités à 256 couleurs. Les gens, ils aiment bien en mettre partout. Alors moi, honnêtement, c'est à bannir. Alors pour être honnête, j'en utilise pratiquement pas. Je préfère faire des animations en SVG, voilà. Mais les GIFs, non. Alors GIFs plus ceux qui nous mettent de la musique. Alors ça, c'est vraiment à proscrire et à bannir. Mais bon, c'est quand même un format qui existe. Donc voilà, j'en parle. Mais bon, vous avez compris quels sont un peu les formats à privilégier. Alors je vous ai parlé de techniques de compression. Les deux qui existent, c'est ce qu'on appelle la compression LOSY, L-O-2-S-Y. Donc en fait, ça réduit la taille des fichiers en supprimant certaines données qui ne sont pas forcément perceptibles à l'œil ou dont on n'en a pas besoin par rapport à certains dégradés de couleurs, par exemple. Ce qui peut entraîner effectivement une perte de qualité perceptible. Ça dépend comment on le règle, hein. Enfin voilà. Donc ça effectivement, ben, ça marche bien pour les formats JPEG et les WebP. WebP, vous souvenez-vous, hein, il utilise les deux systèmes de compression. Mais voilà. Donc ça, quels sont les outils? Eh bien, il y a TinyJPEG, hein, qui sont des outils qu'on peut installer sur les serveurs qui permettent effectivement de compresser en compression LOSY. Effectivement, on peut l'avoir installé sur son serveur pour effectivement TinyJPEG pour pouvoir faire ces compressions LOSY pour les JPEG ou les WebP. Il existe un autre outil qui s'appelle Image Optim, mais lui il est plus pour les macOS, hein, voilà. Pour la compression lossless, donc lui, ça réduit la taille des fichiers sans perte de qualité en éliminant des données redondantes. Donc effectivement, c'est moins performant que le loosely, hein. Bon, effectivement, comme dans un cas, on va avoir une perte de qualité, dans l'autre non. Mais bon, on en revient toujours, c'est les questions de poids d'image et la taille de l'image aussi. Donc ça, effectivement, lossless, c'est plus pour les formats PNG, les WebP, les GIFs et les SVG. Donc il y a pareil un outil qui s'appelle TinyPNG qui permet effectivement la compression, hein, des images en conservant la qualité. Il y a un autre outil, bon, moi c'est celui que j'ai le plus utilisé, plus que TinyPNG. Bon, j'ai à peu près utilisé les deux, hein. Ça dépend des périodes et des serveurs. C'est PNG Gauntlet qui lui aussi est un outil de compression pour les fichiers PNG. Donc, au niveau des outils, hein, et techniques d'optimisation, alors vous avez le choix. Vous avez ce qu'on appelle l'optimisation manuelle, ça veut dire qu'en gros, vous le faites sur votre ordinateur, hein, voilà. Donc ça, effectivement, vous pouvez avoir Photoshop, vous pouvez avoir GIMP, voilà, des outils effectivement d'édition de médias, et là, vous allez pouvoir effectivement compresser à l'aide de ces outils-là. Par contre, effectivement, la problématique, c'est que vous êtes obligé de tout faire tout manuellement, tout faire par vous-même, et en fait parce que votre site n'est pas capable effectivement de faire cette optimisation là automatique. La seconde technique, hein, ou outil, effectivement, c'est les optimisations automatiques. Ça veut dire qu'elles se font directement dans le site web. Alors normalement, aujourd'hui, quand on a un site web, bon, je prends les CMS, hein, Content Management System, hein, comme WordPress, Joomla, Drupal. Là, normalement, il y a des plugins, il y a des bibliothèques qui sont installées et qui vont effectivement pouvoir faire ce travail-là. Donc, par exemple, comme plugin pour CMS, vous avez Smush pour WordPress qui permet effectivement de compresser automatiquement les images lors du téléchargement. Vous avez Imagify, pareil aussi pour WordPress, qui offre des options de compression lossless et lossly pour optimiser les images. Donc là, effectivement, vous embêtez pas, vous téléchargez votre image, voilà, avec la qualité maximale, et en fait, c'est lui après qui va faire le travail de compression pour les mettre au format web, puisque effectivement, une image, hein, d'un appareil photo, vous allez pouvoir normalement l'utiliser pour faire du print, hein, ça veut dire travailler sur des brochures, sur des manuels, donc elles sont de très bonne qualité, alors que pour le web, effectivement, on a des images de moindre qualité, puisqu'on a besoin d'une moins bonne qualité pour afficher sur les sites web.
Un autre élément très important dans les outils et techniques d'optimisation, donc c'est le redimensionnement des images. Donc c'est pareil, si vous téléchargez une image, il faut bien comprendre que la taille de cette image-là, elle ne va pas être la même sur quelqu'un qui a un écran 27 pouces que quelqu'un qui est donc un ordinateur de bureau, que quelqu'un qui va avoir un petit téléphone. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que si votre site, si votre CMS est correctement paramétré, si vous avez les bons modules, en général, vous avez des modules effectivement pour récupérer l'image, la compresser et la mettre à la bonne qualité pour le web, mais aussi vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de créer des renditions, donc des images. Une même image va avoir plusieurs renditions, plusieurs rendus, suivant effectivement le type d'écran. Et en fait, quand la personne va se connecter, on va lui envoyer l'image qui va mieux s'afficher sur son écran. Voilà, ça permet effectivement d'avoir des images optimisées et effectivement bande passante et autres, etc. Tous les éléments positifs que l'on a vus juste avant. Donc ça, effectivement, c'est très important, parce que ça permet d'adapter les dimensions des images à leur affichage réel sur le site web pour éviter les chargements des images plus grandes que nécessaire. Donc les outils, ça vous pouvez le faire avec Photoshop, c'est-à-dire vous allez créer à chaque fois les renditions manuellement ou effectivement automatiser si effectivement votre CMS a été correctement, ou si vous avez mis les bons modules par rapport à votre CMS et les bonnes librairies aussi par rapport à votre serveur. La dernière technique effectivement que je voudrais voir ensemble, c'est le lazy loading. Alors le lazy loading, c'est quoi? C'est charger les images uniquement lorsqu'elles sont sur le point d'entrer dans le viewport de l'utilisateur. Alors le viewport, c'est quoi? C'est vous avez le navigateur et vous avez donc la fenêtre d'affichage, ce qui veut dire qu'en fait, s'il y a des images que l'utilisateur ne voit pas et que pour les voir, il va devoir scroller, par défaut avec le lazy loading, ces images-là ne vont pas être chargées. Donc en fait, l'idée, c'est n'afficher en priorité uniquement que les images que l'utilisateur va voir. Si effectivement votre page est assez longue, eh bien ça chargera au fur et à mesure que l'utilisateur va scroller, il chargera effectivement les images. Donc ça permet effectivement déjà d'afficher beaucoup plus rapidement la première page. Il va y avoir un fait wow dans le sens où la fenêtre va s'afficher et le design et les images vont apparaître directement, et après hop, au fur et à mesure il va charger les différentes images. Donc voilà, ça effectivement le lazy loading, ça fait partie des techniques aujourd'hui normalement. Donc ça en général on le met dans le code HTML des images, des balises HTML images, où on a loading égale lazy, et effectivement à l'interprétation l'outil va comprendre et va charger au fur et à mesure les images à l'écran. Donc voilà, donc là c'était effectivement ce petit podcast pour vous présenter l'importance de l'optimisation des images. Il y aura très certainement d'autres podcasts sur ce sujet-là, mais ça donne déjà une bonne vision générale de pourquoi c'est important et comment on peut optimiser des images. Et voilà, donc c'est sur cette dernière parole que se termine ce podcast de Toonet. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire pour qu'on puisse échanger sur ce sujet immense qui est l'optimisation des images. Ça, c'est en permanence quelque chose sur lequel on travaille. Et donc, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Merci.